Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous laisser l'opportunité d'avoir cette session qui est un peu raccourcie et, du fait du format, mais pour lequel nous avons souhaité quand même maintenir ces échanges sur les projets de recherche qui sont donc la deuxième partie de cet après-midi. Et je vous invite à être très participatif parce que l'idée, c'est d'améliorer ces projets, d'en avoir d'autres et que les choses avancent. Mais la première partie va être très intéressante puisque nous avons le plaisir d'avoir Mathieu Gros qui travaille à l'hôpital Foch et qui est centre de référence pour les hyperéosinophilies et qui du coup a repris une énorme série sur ces atteintes et évidemment dont certains ont des maladies vasculaires du foie, mais évidemment pas que. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Alors, comment ça se passe pour les diapos? C'est le vert. Ok, nickel. Ok, bonjour à tous, merci pour l'invitation, merci à Aurélie pour son invitation. Je travaille effectivement en médecine interne à Foch, et Foch depuis 2017, c'est le centre de référence pour les syndromes hyperéosinophiliques. Et on s'intéresse aux liens notamment entre éosinophiles et vaisseaux, initialement plus sur les atteintes périphériques. Moi j'avais fait un clinica au centre de référence des vascularides, donc c'est une thématique qui m'est chère, mais c'est vrai qu'il y a des patients avec des thromboses, des atteintes hépatiques, des atteintes portales. On a pu échanger et partager la prise en charge de quelques patients avec Aurélie, et donc c'est l'objet de cette présentation. Avant de rentrer dans le détail, donc voilà mes liens d'intérêt avec la thématique. Avant de rentrer dans le détail hépatique, quelques petites généralités, mais qui permettra de mieux comprendre la suite. Simplement pour vous rappeler que le polynucléaire éosinophile, en fait, il a des propriétés physiopathologiques qui sont vraiment très polymorphes et qui expliquent un peu les atteintes cliniques qu'on peut avoir. Le polynucléaire éosinophile, notamment, il est rempli d'histamine. Il a des liens forts avec le mastocyte, ce qui explique bon nombre de symptômes que peuvent présenter les patients, l'urticaire, les angioëdèmes, les atteintes respiratoires, mais pas que. Le polynucléaire éosinophile, vous le savez probablement, il est rempli de protéines basiques qui sont cytotoxiques, dont la fonction princeps est la lutte anti-helminthe, mais qui peuvent aussi être responsables de dommages sur les tissus. Donc ça peut engendrer des lésions à la fois aiguës. Et puis le polynucléaire éosinophile, il a un rôle dans la réparation tissulaire via la sécrétion notamment d'interleukine 13, de TGF. Et donc ça explique les manifestations de fibrose qu'on peut rencontrer. Et puis, et j'y reviendrai juste après, le polynucléaire éosinophile, il est capable d'activer la coagulation, il est toxique pour l'endothélium, ce qui explique donc les manifestations vasculaires qu'on peut rencontrer. Et le syndrome hyperéosinophilique, c'est quoi? En fait, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas une seule maladie, mais c'est l'association de deux choses. C'est en fait la présence d'une hyperéosinophilie, donc plus de 1500 éosinophiles dans le sang, c'est ça le seuil qui est retenu, sanguine et ou tissulaire, et puis donc une manifestation clinique qui est rattachée à la toxicité des éosinophiles. Et donc la liste c'est un peu un catalogue à la Prévert, mais donc dans les manifestations cardinales, il y a la thrombose, donc les manifestations vasculaires. Le message important, c'est que les syndromes hyperéosinophiliques, ce n'est pas une seule maladie, mais c'est simplement le témoin d'une hyperéosinophilie et de manifestations cliniques en rapport. Et très rapidement, on classe globalement les syndromes hyperéosinophiliques en fonction des mécanismes physiopathologiques sous-jacents, avec d'une part les syndromes hyperéosinophiliques primaires ou myéloïdes, où là, donc, des réarrangements de gènes ou des anomalies chromosomiques vont aboutir à la prolifération monoclonale d'éosinophiles. Et donc, il y a toute une liste de réarrangements, mais globalement, s'il faut en retenir qu'un, le plus fréquent, c'est la leucémie chronique éosinophile, qui est due à la délétion d'un petit gène qui s'appelle CHIK2, qui va mettre bout à bout deux gènes, FIP1 et PDGFR-alpha. Donc ça donne la leucémie chronique éosinophile. Mais ce qui est important de retenir aussi, c'est que finalement, ça c'est extrêmement minoritaire, c'est moins de 5% des patients dans les séries, et c'est des patients qui ont un phénotype quand même bien particulier. Pour FIP1 PDGFR-alpha, c'est essentiellement des hommes, c'est des patients, donc il y a une ambiance de SMP, donc avec une splénomégalie, indépendamment de toute hypertension portale. Ils ont des paramètres biologiques évocateurs de SMP, avec d'autres anomalies de la NFS, une augmentation de la B12, de la tryptase, et surtout, et ça c'est quand même très pratico-pratique, ils sont cortico-résistants, c'est-à-dire que quand on met des corticoïdes en première intention, quand on n'a pas encore le diagnostic étiologique, on n'arrive jamais à normaliser la numération. Donc
globalement, un patient qui va normaliser sa numération sous corticoïdes seul, il n'y a pas besoin d'aller au myélogramme, à la BOM, à la recherche d'anomalies moléculaires coûteuses et ou invasives. Et puis le gros des troubles, c'est les éosinophilies réactionnelles. Et les éosinophilies réactionnelles, en fait, elles sont conditionnées par la sécrétion en excès d'IL5. Et l'IL5, c'est la principale cytokine qui permet la maturation et la survie des éosinophiles. Et donc finalement, c'est ça qui regroupe le listing quasi exhaustif des situations qui vont engendrer une éosinophilie, incluant les hypersensibilités médicamenteuses, les infections parasitaires, les formes frontières avec des maladies auto-immunes, notamment la GEPA, l'enseignement Churg-Strauss, la maladie IgG4, mais il y en a d'autres, il y a aussi des éosinophiles dans la polyarthrite rhumatoïde. Et puis, même si c'est une niche le signaler, le SHE lymphoïde, donc le pendant lymphoïde du syndrome hyperéosinophilique, qui est en fait un lymphome, donc il est classé dans les syndromes hyperéosinophiliques, mais l'anomalie princeps, en fait, c'est une lymphoprolifération indolente de lymphocytes T. Et donc les gens sont habituellement, c'est une maladie très indolente, donc ils ne sont pas malades de leur lymphome, mais ils sont malades de la conséquence, c'est-à-dire que la cellule anormale, qui a un phénotype généralement CD3-, CD4+, mais ça reste des lymphocytes T, elle va acquérir la possibilité de sécréter en excès de l'interleukine 5, ce qui va aboutir à l'augmentation des éosinophiles et donc à la survenue de manifestations cliniques en rapport. Et donc ces patients qui ont une éosinophilie réactionnelle, ça, c'est pas très spécifique. Ils peuvent vraiment avoir des manifestations cliniques très polymorphes et surtout, globalement, ils sont corticosensibles. Ça, c'est un bon élément. Et puis, dans les séries, et même avec un bilan exhaustif fouillé, en fait, on a encore pas mal de progrès à faire parce que dans près de la moitié des cas, on n'a pas d'étiologie évidente à se mettre sous la dent. Et donc, on parle de SHE idiopathique. Et ce qui était le cas donc, du patient qui, je pense, m'a amené ici aujourd'hui, qui est un patient qu'on partage avec Aurélie. Donc, il s'agit d'un patient qui a 38 ans, qui n'a absolument aucun facteur de risque cardiovasculaire. Je vais vous montrer un peu son histoire. Ça commence en 2014, en fait, il va se marier et il fait des boutons comme ça. Il a une prise de sang qui retrouve une hyperéosinophilie jusqu'à 4 gigas. Et donc, il a une histologie cutanée qui va retrouver des éosinophiles dans le derme avec un aspect un peu particulier qui s'appelle des aspects en flamèche dans le derme. Et donc ça, c'est des lésions caractéristiques pour les dermatologues. C'est rare, mais ça s'appelle une cellulite de Wells. Bon, et à l'époque, il a des dermocorticoïdes et puis il part en voyage de noces, il met ça un petit peu de côté et il s'en occupe pas. Et puis 3 ans plus tard, en fait, il revient un peu en urgence avec un tableau de Budd-Chiari, avec, vous serez meilleur que moi sur l'interprétation du scanner, mais je crois qu'il avait thrombosé les 3 veines sus-hépatiques. Et donc il est hospitalisé à Beaujon à ce moment-là. Et je crois que c'est globalement dans la foulée, mais en tout cas sous anticoagulant, peu après, il va faire un syndrome coronarien avec une sténose d'une bissectrice, donc il transfère en cardio, il bénéficie d'une angioplastie. Et dans cette ambiance qui fait suspecter, donc avec cette grande hyperéosinophilie qui est à 8000 à ce moment-là, il est, une fois stabilisé au niveau hépatique, il est adressé à l'équipe de Jean-Jacques Kiladjian et Juliette Sauré à Saint-Louis pour rechercher un syndrome myéloprolifératif. Et vous voyez, il a un bilan qui est exhaustif. Alors, je ne sais pas qui a allumé ça. Une souris ou... C'est bon? Ok. Et donc, il a un bilan étiologique avec de la biologie moléculaire, une biopsie ostéomédulaire, enfin les choses usuelles, qui ne retrouve rien hormis cette éosinophilie. Et donc, il a un traitement cytoréducteur qui est introduit avec de l'hydréa. Les corticoïdes, pas tout de suite, parce qu'il y avait une crainte qu'il puisse y avoir des effets prothrombogènes surajoutés dans cette ambiance déjà très prothrombotique. Et donc, ça va permettre de baisser ces éosinophiles, mais pas complètement. Si tant est qu'il va présenter en fait des paresthésies des membres supérieurs. Initialement, on est parti sur une vascularite, peut-être une atteinte neurologique périphérique, mais il avait un EMG qui était normal. Finalement, on lui fait le Doppler, et là, on se retrouve qu'il a en fait un flux qui est totalement amorti dans les artères digitales, donc un aspect de vasculopathie de l'artère ulnaire, enfin des artères digitales. Et c'est à ce moment-là qu'il m'est adressé à Foch, où on ne fait pas beaucoup plus au niveau étiologique, de toute façon il avait déjà tout eu. On propose prudemment le diagnostic de syndrome hyperéosinophilique lymphoïde, et puis on intensifie le traitement parce qu'il reste évolutif. On rajoute de l'interféron pégylé. Il continue à baisser ses éosinophiles, mais pas de manière complète. Et puis je le revois en consultation peu après, avec cette fois, il arrive vraiment en se tenant la tempe, une claudication temporale, des éosinophiles qui avaient grimpé un petit peu. Et bon, là, je n'ai pas pris de risque, je ne l'ai pas envoyé à l'imagerie ni à la BAT. Enfin, en tout cas, le temps d'avoir l'examen, j'ai remonté les corticoïdes et la symptomatologie s'est amendée. Mais c'est probable qu'il ait présenté une atteinte
vasculaire spécifique temporale en lien. Et puis peu après, c'est un malade qui était sous trithérapie, hydréa à pleine dose, interféron qui avait été monté jusqu'à 135 gamma, des corticoïdes, il était débordant à 20 mg. Et donc on a pu lui faire bénéficier d'un protocole avec le mépolizumab, qui est une biothérapie anti-IL5 en fait, et donc via un programme d'accès compassionnel. Il a pu bénéficier de ce traitement il y a 2 ans maintenant, et globalement c'était heureusement la fin des soucis pour lui, puisque 2 ans après on a pu arrêter les cytoréducteurs, l'interféron, les corticoïdes, on a pu même espacer les doses de mépolizumab. Et je crois qu'au niveau hépatique ça se passe pas trop mal, même s'il reste anticoagulé et avec des thromboses séquelles. Alors comment est-ce possible, quoi? Comment est-ce que les éosinophiles peuvent arriver à de tels dommages sur les vaisseaux? Déjà, il y a des éléments physiopathologiques forts. Il y a un lien vraiment bidirectionnel entre éosinophiles et vaisseaux. Les éosinophiles, ils peuvent activer les plaquettes. Ils produisent du facteur d'activation plaquettaire. Ils peuvent aussi libérer des TRAPS. Vous avez probablement entendu parler de la nétose, la capacité des polynucléaires neutrophiles à libérer de l'ADN, ce qui est procoagulant, notamment la maladie de Behçet. Ça peut en partie expliquer le phénotype vasculaire de ces patients. L'éosinophiles, il peut faire la même chose. Donc il y a l'éthos, c'est exactement la même chose. C'est bien montré que ça, c'est procoagulant. Et puis l'éosinophiles, c'est aussi la seule cellule myéloïde qui est capable d'oxyder des phospholipides, ce qui lui donne des propriétés un peu comme ce qu'on peut voir dans le syndrome des antiphospholipides. Il produit aussi du facteur tissulaire, il est aussi capable d'inhiber des anticoagulants naturels, bref, plein de choses qui expliquent donc le rôle prothrombogène des éosinophiles. Et à contrario, c'est bien montré aussi que dans les thrombies, il y a un aspect bidirectionnel avec une attraction des éosinophiles en rapport, et donc un cercle vicieux qui s'amplifie, quoi. Et donc au niveau clinique, est-ce qu'il y a des Budd-Chiari dans les maladies éosinophiles? Quand on regarde la littérature, il y a effectivement des thromboses abdominopelviennes au sens large, des thromboses portes et des Budd-Chiari, des thromboses mésentériques, et ce finalement un peu dans toutes les maladies, dans tout le spectre des maladies éosinophiles, GEPA, donc anciennement Schur-Gastro, syndrome hyperéosinophilique, et donc surtout des case reports un peu isolés. Et donc il y a même des tableaux, et ce terme de syndrome catastrophique hyperéosinophilique qui avait été proposé avec des patients qui font des thromboses multiples, parfois sévères. Et on avait eu une patiente de ce type il n'y a pas très longtemps avec une nécrose bilatérale des surrénales, une thrombophlébite cérébrale, une nécrose cutanée, bref, tout pour un syndrome des antiphospholipides, mais vraiment séronégatif. La seule anomalie, c'était 8000 éosinophiles. Donc le traitement, c'est des anticoagulants et des corticoïdes pour normaliser la numération. Et donc sur ces quelques dossiers, ce premier dossier dont je vous ai montré les principaux éléments et quelques-uns, on s'est intéressé donc en lien avec le réseau de thrombose INNO-VTE et puis les centres de référence des vascularites et le centre de référence évidemment des maladies vasculaires du foie. On s'est intéressé aux patients en croisant un peu les registres qui ont présenté donc une thrombose veineuse, en fait tous sites confondus et quelle que soit l'étiologie à l'origine de l'éosinophilie, mais en excluant en fait tous les patients. Et puis vous avez sur l'encadré droite toutes les causes de thrombophilie congénitale ou acquise. Donc on avait exclu tous ces malades pour vraiment ne s'intéresser aux patients qui avaient uniquement l'éosinophilie comme facteur de risque thromboembolique. Donc des effectifs faibles, mais des malades finalement assez homogènes, avec uniquement des éosinophiles comme facteur de risque thromboembolique. Des taux d'éosinophiles qui étaient globalement médians, enfin moyens. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 000 éosinophiles pour thromboser. 3,3 en médiane, 3300. Et vous voyez toute la gamme des maladies éosinophiles qui étaient représentées avec des leucémies FIP1 et 1, des SHE lymphoïdes, des formes frontières avec des GEPA, et c'est peut-être pas anodin, c'est uniquement des patients qui étaient en cas négatif. Vous savez que dans le Schur-Gastro, il y a un peu deux phénotypes, le phénotype vascularitique quand il y a des encas et le phénotype plus éosinophilique quand il n'y a pas d'encas. Il y avait des DRESS, il y avait des parasitoses et des maladies IgG4. Les thromboses, elles étaient vraiment multiples, surtout des phlébites, des embolies pulmonaires, mais pas que. Il y avait des Budd-Chiari, des thromboses portes, des thromboses qui étaient souvent inaugurales de la maladie éosinophile, parfois uniques, mais parfois également des atteintes multiples et des tableaux donc, de syndrome catastrophique avec plus de 3 sites atteints, comme je vous ai montré précédemment. Et puis, c'est peut-être pas, c'est probablement, je pense pas anecdotique du tout, 10% des patients avec une atteinte artérielle associée, donc sans atteinte cardiaque, éosinophile, cardio-embolique, et donc peut-être un phénotype vasculaire chez ces malades, à la fois veineux et artériel. Et puis si on regarde le suivi, si on regarde les patients uniquement qui n'avaient donc pas une éosinophilie aiguë, donc dans un contexte d'hypersensibilité médicamenteuse ou parasitaire, quand on regarde le suivi de ces 47 patients, globalement dans les rechutes veineuses,
Ce qui est intéressant, c'est que 6 des 7 patients qui ont rechuté en fait, avaient une éosinophilie persistante dans le temps. Et pour les événements artériels, c'est la même chose. En fait, tous les patients qui ont thrombosé au cours du suivi, en fait, c'est des patients chez qui le lien entre l'éosinophilie et la thrombose n'avait peut-être pas été fait au premier abord. Et globalement, ils ont continué à évoluer malgré, et pour certains, malgré les anticoagulants. Et donc, en analyse multivariée, certes, les effectifs sont limités, le suivi réduit dans le temps, mais globalement, il y avait quand même une tendance assez nette sur le fait que la persistance de l'éosinophilie était corrélée à la survenue d'une rethrombose au cours du suivi, alors qu'à contrario, chez les malades chez qui la maladie causale était bien traitée, et donc la numération contrôlée, eh bien, chez eux, globalement, on peut probablement arrêter les anticoagulants sans prendre un grand risque de rechute veineuse. Donc, clairement, les éosinophiles, ça peut faire thromboser les gros troncs, les gros vaisseaux, mais est-ce que ça ne pourrait pas, du coup, être responsable d'autres atteintes? Et notamment, j'ai regardé un peu s'il y avait des cas de maladies vasculaires porto-sinusoïdales. Alors, nous, on n'en a pas l'expérience au centre de référence des syndromes hyperéosinophiliques. Dans la littérature, il y a quelques case reports un peu anciens, dans des revues peut-être un peu confidentielles. Mais si vous avez des cas, si vous avez croisé ce genre de dossier, je pense que ça pourrait être intéressant de les rapporter pour enrichir un peu le spectre des maladies thrombotiques rapportées au cours des éosinophilies. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect veineux. Et donc ce patient, il avait aussi donc une vasculopathie et puis même probablement une vascularite à éosinophile. Et ça, c'est en fait ça s'explique assez bien. Le phénomène de vasculopathie, c'est quelque chose qu'on avait rapporté déjà avec le centre de référence des vascularites, avec des patients qui étaient adressés pour des suspicions de périartéritnoose ou de maladie de Buerger, mais qui étaient totalement froids, qui avaient une CRP totalement négative, parce que les éosinophiles, ça ne fait pas monter la CRP en dehors des cas de thrombose. On avait fait une petite revue de la littérature. Globalement, c'est souvent des tableaux qui passent un peu inaperçus, et les patients qui n'ont que des antiagrégants ou des anticoagulants, globalement, évoluent mal avec des gestes d'amputation qui sont nécessaires. Et donc, le message, c'est qu'il faut savoir faire le lien entre éosinophiles et thrombose et traiter les éosinophiles dans ce cas-là. C'est, je pense, le seul moyen d'améliorer l'état vasculaire sur le long terme. Et puis, de manière un peu en parallèle, mon collègue Guillaume Lefebvre, qui est MCUPH à Lille, en médecine interne et au labo d'immuno, lui s'intéressait au diagnostic différentiel, c'est pas le sujet du jour, mais entre syndrome hyperéosinophilique et Chur-Gestros, granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Et globalement, il était étonné de tomber sur des dossiers d'authentiques vascularites histologiquement prouvés, avec des éosinophiles, chez des malades qui n'avaient pas d'ANCA et qui n'avaient pas d'asthme, donc clairement pas un tableau de GEPA. Et donc, il a fait aussi une revue de la littérature, et il est tombé sur des cas de vascularite, soit localisés en organe, soit dans des tableaux un peu plus systémiques, avec de la vascularite cutanée, de la vascularite coronarienne, malheureusement souvent des données autopsiques, des artérites temporales, clairement qui minent des maladies de Horton, probablement ce qu'avait notre patient, et puis donc ces vasculopathies pseudo-maladies de Buerger, des vascularites cérébrales authentiques. Et ça, c'est une image aussi qu'il est bon d'avoir en tête. Vous voyez, c'est à droite, là, ces AVC qui sont bilatéraux, jonctionnels, dits en cimier de casque. Je pense que ça, c'est un aspect qui est pathognomonique d'une toxicité des éosinophiles. C'est issu d'une publication qu'on avait faite sur les AVC au cours de la leucémie FIP1L1. Mais en fait, dans la littérature, il y a exactement les mêmes images dans toute la gamme des maladies éosinophiles. Il y a ça dans des bilharzioses aigus, il y a ça dans des GEPA, dans les formes sans ANCA, il y a ça dans des DRESS. Et donc, l'hypothèse, c'est que c'est probablement un défaut de clairance de microthrombie sur ces zones qui sont hypoperfusées, qui sont les zones jonctionnelles. Et ça, c'est quand même pas bien connu. Les neurologues connaissent pas. C'est rare, mais pas tant que ça. Quand on est familier avec l'image, on s'en souvient, quoi. Et donc, l'aspect de l'entité vascularité éosinophile, c'est du coup une entité qu'avait proposée de manière peut-être un peu provocante, mais Guillaume Lefebvre, là, en suggérant qu'il faille probablement rajouter la vascularité éosinophile comme une cause de vascularite secondaire. Ça reste une vascularite, mais la cause, c'est le syndrome hyperéosinophilique, qui peut toucher donc des vaisseaux de taille variable, soit sous la forme d'une maladie mono-organe, soit d'un tableau systémique. Et donc, qu'en est-il des atteintes hépatiques? Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup quand même dans la série de Guillaume, sa revue de la littérature. Je trouvais quand même ce cas clinique d'un patient admis avec un syndrome pseudo-grippal, des douleurs abdominales, des anomalies finalement assez modestes du bilan hépatique, une grande éosinophilie, un grand syndrome inflammatoire, et puis il va faire un choc hémorragique avec malheureusement une évolution défavorable. Et à l'autopsie,
une infiltration massive de la nécrose fibrinoïde due aux éosinophiles, une inflammation portale. Et ça, en fait, ça m'a rappelé, je crois que c'est mon premier case report, il y a une dizaine d'années maintenant, un patient à l'origine qu'on avait étiqueté périartéritnoise, un patient qui était d'originaire du Laos, qui avait une grosse hyperosinophilie, qui s'était présenté 10 ans avant, donc ça c'est pas au moment où on le prenait en charge, avec une thrombose de la veine cave, des nodules cutanés, des infiltrats pulmonaires. Et donc, vu son origine ethnique, il avait été déparasité, à l'époque c'était du thiabendazole. Et en fait, il avait fait une ductopénie au thiabendazole, une première transplantation hépatique. Et dans les suites, et malgré le traitement immunosuppresseur post-greffe, en fait, il va garder une grande hyperosinophilie, continuer à faire des manifestations cliniques, une orchiépididymite, des abcès hépatiques itératifs. Et malgré le drainage, finalement, il avait été greffé une deuxième fois. Et à l'histologie, en fait, on était tombé sur une thrombose porte et une thrombose de l'artère hépatique. Et donc, en fait, c'est pas exclu. Et il y a un travail en cours actuellement via le groupe français d'études des vascularites sur les périartéritnoses, maintenant qu'il y a globalement plus de PAN secondaire à l'hépatite B. C'est pas exclu qu'en fait on renverse le paradigme. Avant, on avait tendance à dire que quand il y a une éosinophilie dans un contexte de vascularite, ça a orienté vers la PAN ou vers la GEPA. En fait, il faut peut-être voir les choses un peu différemment et voir l'éosinophile comme une cause de vascularite, et que du coup, ça a un impact thérapeutique qui est quand même assez fort, puisque vous voyez que ce patient, il a continué à évoluer malgré quand même la triple immunosuppression de la greffe, et donc plutôt que d'utiliser des immunosuppresseurs conventionnels dans ces tableaux-là, il faut probablement utiliser des thérapies ciblées qui visent l'éosinophiles. Voilà, donc en pratique, quelle conduite à tenir? Ça, c'est un tableau qui est extrait de notre PNDS qui est quasiment finalisé. Donc c'est ce qu'on avait mis, donc conduite à tenir en cas d'urgence hyperosinophilie, et dedans on avait mis myocardite ou thrombose grave. Donc je pense que les Budd-Chiari, il faut les intégrer là-dedans. Bah, la première chose, c'est qu'en fait il faut traiter. Il faut traiter avec des corticoïdes, un traitement antiparasitaire probabiliste en fonction de voyage ou pas voyage. Mais globalement, quelle que soit la cause de l'éosinophile, une atteinte grave en aigu, le traitement c'est les corticoïdes, quelle que soit la cause. Alors ça ne dispense pas bien sûr de faire un bilan étiologique. Voilà un peu ce qu'on mettait. Donc un bilan assez usuel, à la fois pour dépister les complications et puis pour rechercher la cause de cette hyperosinophilie avec des marqueurs de première intention non invasifs comme la vitamine B12 ou la tryptase pour l'origine myéloïde. Vous voyez qu'on ne fait pas de myélogramme, on ne fait pas de BOM, nous, en première intention. On fait évidemment des explorations microbiologiques et puis un scanner TAP, une écho-cœur pour regarder le retentissement. Et en fait, on s'oriente beaucoup sur le caractère corticosensible ou non de l'éosinophilie, avec schématiquement, si les malades sont corticosensibles, ça, à tous les coups, c'est une éosinophilie qui est réactionnelle, donc IL5 médiée, et donc chez qui, globalement, les traitements de deuxième ligne, quand on va baisser les corticoïdes, si jamais les malades rechutent ou deviennent corticodépendants, c'est des excellents candidats pour les biothérapies anti-IL5. Et à contrario, quand ils sont corticorésistants, là, ça doit faire reconsidérer l'hypothèse des SHE myéloïdes. Et donc là, pour le coup, on va au bout de l'hypothèse myéloïde avec le myélogramme, le NGS, etc. Les DRES, dans notre expérience, c'est souvent pas forcément cortico-réfractaire, mais en tout cas à la phase aiguë, on a parfois besoin de faire des bolus à haut niveau et pendant plusieurs jours. Et puis on a eu quelques dossiers de forme frontière de GEPA aussi, pour lesquels on avait besoin de beaucoup de corticoïdes. Et donc globalement, si on a des éléments cliniques phénotypiques qui nous orientent vers un SHE myéloïde, ben là, sans attendre le résultat du bilan moléculaire chez les malades qui sont authentiquement cortico-réfractaires, on va débuter une cytoréduction par IDREA et puis un traitement probabiliste par ITK, généralement en première intention, mais de l'imatinib à dose pleine. La leucémie FIP1L1, 100 mg par jour, ça suffit. Mais il y a d'autres réarrangements, notamment avec PDGFRB, où là, il faut mettre des doses plus importantes. Donc, dans le doute, dans l'attente du bilan circonstancié, on introduit plutôt 400 mg d'imatinib. Et puis, à contrario, quand on n'a pas d'argument pour un SHE clonal, là, on va monter les doses de corticoïdes et si on n'y arrive pas, et là on est totalement hors AMM, mais on a eu des histoires où c'est finalement l'utilisation de biothérapie anti-L5 qui nous a permis de faire atterrir les patients. Et donc, juste pour terminer, un tout petit mot sur les biothérapies anti-L5, parce que ça c'est probablement l'avenir. Il y en a deux principales. La première, c'est le mépolizumab. Ça, c'est les données issues d'une deuxième étude de phase 3. Il y en avait déjà une il y a 10 ans dans le New England, mais qui n'avait pas permis de déboucher sur une AMM. C'est là qui a été publié il y a un an là, dans le JACI, chez des malades donc, qui avaient des syndromes hyperosinophiles non liés à FIP1L1, PDGFR-alpha, parce que les biothérapies anti-L5, globalement, ça ne marche pas chez les patients qui ont une origine clonale de leur maladie éosinophile.
Et donc, vous voyez, au bout de 6 mois, donc une diminution par 2 du taux de rechute. Et globalement, ça marche d'autant mieux que les malades sont corticodépendants à l'inclusion. Donc ça, c'est le mépolizumab, qui est une biothérapie anti-L5. Et puis donc la molécule un peu petite sœur, c'est le benralizumab ou Fasenra, qui est déjà utilisé par les pneumologues dans l'asthme éosinophilique. Ça, c'était une phase 2 publiée dans le New England il y a 1 an, et la phase 3 est en cours. Ça, c'est en fait encore plus spectaculaire, parce que la molécule a une particularité, un mode d'action propre. Elle fait de l'ADCC, donc en fait elle est capable de lyser les éosinophiles et les basophiles, en fait toutes les cellules qui expriment le récepteur de l'IL5 de manière très rapide à la fois dans le sang et dans les tissus. Et donc ça c'est assez exceptionnel pour les situations d'urgence avec hyperéosinophilie. Donc maintenant il y a des études et des publications dans le DRESS notamment, enfin ces situations dans les myocardites graves. Et ça je pense que ça pourrait totalement avoir sa place dans un Budd-Chiari grave un peu cortico-réfractaire à la phase aiguë. Donc en résumé, j'espère vous avoir convaincu que le polynucléaire éosinophile, il a des propriétés procoagulantes multiples. Les atteintes cliniques, elles sont vraiment polymorphes. Des thromboses veineuses, des thromboses artérielles, parfois des thromboses de site inhabituelles, parfois des tableaux graves. Le traitement d'urgence, finalement, dans 90% des cas, c'est la corticothérapie. Et puis, quand on n'y arrive pas, si on veut faire de manière très schématique, quand c'est une origine clonale, le traitement, c'est les ITK, et quand on n'est pas dans une origine clonale, il y a probablement un intérêt des anti-L5. Voilà, on a ces quelques patients, c'est quand même une situation peu fréquente d'une maladie rare, donc l'intérêt des registres. Et donc, juste pour terminer, un mot, cette cohorte qu'on porte avec donc, Guillaume Lefebvre, qui est MCUPH à Lille, qui est la cohorte cohésion, qui vise à colliger les patients qui ont plus de 1500 éosinophiles dans le sang, avec ou sans des manifestations cliniques en rapport, et quelle que soit l'étiologie. Donc il y a une cinquantaine de centres maintenant qui sont ouverts. Si vous êtes intéressé, que vous avez des patients comme ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et donc merci pour votre attention, et merci à tous ceux qui ont contribué aux données que je vous ai montrées. Merci beaucoup Mathieu. Je suis sûre qu'il y a des questions. Bonjour, Jean-Paul Servoni, je travaille à Besançon. Les patients qui sont corticosensibles, vous arrivez à arrêter les corticoïdes ou vous les laissez avec un autre immunosuppresseur au long cours? En fait, moi je suis un patient qui m'a été adressé par les internistes pour un Budd-Chiari, rapporté à cette entité que je ne connaissais pas et qui est contrôlée, semble-t-il, par de la cyclosporine. Voilà. Et du coup, je trouve votre présentation très intéressante. Il n'y a pas de... Ce qu'on a tendance à dire, toute la question est si c'est une pathologie sous-jacente chronique à l'origine de l'éosinophilie ou pas, parce qu'il peut y avoir des... et donc si on n'en a pas, je pense que le jeu en vaut la chandelle que de baisser le traitement et de le surveiller. On a la chance quand même avec l'éosinophile d'avoir une cellule dont la demi-vie est très courte. Si on fait des numérations régulières, moi je suis un partisan, c'est pas comme dans les maladies auto-immunes à complexe humain, avec une physiopathe un peu plus lente. Moi je suis assez partisan de moduler les traitements à la baisse comme à la hausse de manière assez vite. Je pense que ça sert à rien d'être traité trop longtemps, mais par contre le message, c'est donc je pense que ça sert à rien de traiter fort, mais par contre quand ils ont fait une manifestation clinique grave, la myocardite ou la thrombose, par contre là je suis très exigeant sur la numération, et autant il y a des malades chez qui on tolère une éosinophilie persistante, autant chez ce type de patient, si ça remonte, il faut remonter le traitement aussitôt, mais je pense que ça vaut le coup d'arrêter parce qu'on finalement on n'a pas d'explication si le bilan étiologique est négatif à l'origine de tout ça. Et quant aux immunosuppresseurs, la cyclosporine, les pédiatres l'utilisent beaucoup. Nous, chez l'adulte, on l'utilise surtout dans le variant lymphoïde, où là, l'anomalie physiopathologique, c'est une prolifération lymphocytaire, donc la cyclo, ça fait sens. Mais sinon, dans la SHE idiopathique, c'est pas un traitement qu'on va utiliser en première intention, quoi. Alors, ce patient en question, ça a été diagnostiqué il y a très longtemps, il a 21 ans maintenant, et il y a eu plein d'autres manifestations, AVC, nécrose des doigts, il est amputé, et du coup, c'est une histoire qui dure depuis plus de 10 ans, et puis avec des manifestations graves, donc moi je me garderais bien de changer quoi que ce soit dans son traitement, mais ça vaut peut-être le coup qu'il soit... Moi, honnêtement, je pense qu'il risque... Si jamais il a une numération normale, je pense que vous pouvez alléger le traitement, mais il faut juste surveiller sa numération et bien écrire noir sur blanc que si la num remonte, il faudra le retraiter. Mais honnêtement, les malades chez qui on contrôle l'hémogramme, qui vont refaire des événements vasculaires, moi, j'en ai pas. J'en ai pas. À partir du moment où on s'est rendu compte que vraiment il y avait ce lien causal, quoi, je pense que c'est le cas,
Quand on traite la cause, il y a plus de... Voilà, ils vont faire de la collatéralité sur les pieds, ils vont pas refaire de thrombose, quoi. Ça se passe bien. Et on peut même arrêter les anticoagulants, mais ça c'est difficile, notamment pour le bas de carré, quoi. C'est assez... Pierre-Emmanuel. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Pierre-Emmanuel Rotou de Beaujon. D'un point de vue physiopathe, donc l'hyperéosinophilie, c'est pas exceptionnel. Par contre, les thromboses, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus rare. Donc, un premier niveau de question, c'est qu'est-ce qui fait passer de l'hyperéosinophilie à la thrombose? Donc, on a vu la physiopathe, mais n'empêche qu'elle est présente potentiellement chez tous les hyperéosinophiliques. Ensuite, donc, vient la question du nombre, mais si j'ai bien écouté la présentation, on a l'impression que le nombre des eosinophiles n'était pas vraiment en lien avec la survenue de thrombose. Par contre, dès qu'on arrive à la survenue de thrombose, là, le nombre devient important. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier tout ça entre la physiopathe, le nombre? Qu'en est-il? J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai pas d'explication. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il n'y a pas de lien entre le degré de l'éosinophilie sanguine et les manifestations cliniques. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas montré là. Ce patient, il avait aussi fait un infarctus. C'est pas lieu, mais j'ai une patiente qui a fait 2 arrêts cardiaques sur des spasmes coronariens, des authentiques, avec seulement 1000 éosinophiles, 1100. Malgré le traitement du Prince Metal maximal, elle a refait un 2e arrêt cardiaque, etc. Et maintenant qu'on a traité son éosinophilie, on a arrêté tous les antispasmes, les calciques, etc. Il ne se passe plus rien. Et elle n'avait que 1000 initialement. A contrario, et ça, pour le coup, en tout cas, moi, l'expérience, c'est moins de 5 malades. C'est des patients qui vont garder une éosinophilie tissulaire et faire des manifestations avec une NUM normale. Ça, franchement, c'est exceptionnel. Donc, je touche du bois, mais je crois qu'on peut être rassuré quand même quand on a une NUM normale. Après, le lien, clairement, il faut qu'on creuse ça. Il y a des facteurs surajoutés. C'est quand même mystérieux pourquoi certains vont garder 10 000 éosinophiles et rien faire pendant des années, et d'autres faire ces tableaux un peu catastrophiques. Il y a autre chose, c'est sûr. Mais probablement les facteurs chimiotactiques des éosinophiles, les éotaxines, etc., qui les recrutent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de données plus précises. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question qui rejoint un peu celle de Pierre-Emmanuel. C'est parmi nos patients, on a des syndromes myéloprolifératifs et on sait que leur numération formule sanguine, les plaquettes, les globules rouges sont très abaissés. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose pour nos patients avec syndrome hyperéosinophilique qui ont une hypertension portale? Et du coup, est-ce qu'on en rate? Est-ce que s'ils ont plus de 700 mais moins de 1500, on te les envoie quand même? Voilà. Hypertension portale et éosinopénie, je n'ai pas connaissance, je ne pense pas que ça croise, donc non, je pense qu'il faut rester conventionnel. Ensuite, le taux d'éosinophiles, 500, 1500, c'est quand même totalement sorti du chapeau. Quand on regarde la répartition gaussienne, c'est les pneumologues notamment qui sont intéressés à ça. En fait, ce n'est pas du tout 500 le bon seuil. Je crois qu'il y a quelques... avec l'âge tabac déjà, ça explique beaucoup. Et si on retire ces 2 critères, la borne haute, c'est pour les pneumologues même, c'est même plutôt 300. En tout cas, c'est leur cut-off pour utiliser les biothérapies dans l'asthme. Donc, voilà, en fait, nous, 1500, c'est l'héritage de la première classification des syndromes hyperéosinophiliques dans les années 70, mais je pense que ça rime pas à grand-chose, en fait. Donc, je pense qu'il faut rester ouvert. S'il y a une thrombose et qu'il y a plus de 1000 éosinophiles et qu'il n'y a pas d'atopie évidente, je pense que ça vaut le coup de faire un bilan systématique et voilà. D'accord. Quitte à le faire qu'une seule fois, mais au moins pour plus poser la question par la suite, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Odile. Non? Ah non, pardon. Ok. Oui? On la voit apparaître, non? Non, elle n'apparaît pas. Bonjour, je vous transmets une question de Monsieur Karchenko du chat qui vous demande quelle est la période à suivre pour confirmer que la persistance de l'éosinophilie est vraiment persistante et quel est le suivi hépatique chez ce malade stable. Alors, la définition d'un syndrome hyperéosinophilique, historiquement, c'est 6 mois. La persistance de l'éosinophilie à 6 mois. Maintenant, dans les updates des classifications, ça a été ramené à 1 mois. Et il y a même, en fait, ce petit bémol qui est qu'en cas de manifestation clinique urgente nécessitant l'introduction d'un traitement, voilà, on ne va pas attendre. Donc, on peut s'affranchir de ce délai temporel. Et après, pour ce qui est du suivi hépatique, alors là, joker, parce que je me repose totalement sur les HDJ régulières faites à Beaujon. J'ai pas entendu la pathologie. Suivi hépatique, quelle fréquence et quelle modalité? C'était quoi? C'était un syndrome de Bettkery? Je ne sais pas, je transmets la question.
En tout cas, pour le suivi hépatique, j'aurais tendance à dire que c'est le même suivi que la maladie vasculaire correspondant pour lequel on fait un suivi. Enfin, je ne sais pas quelle est la maladie hépatique vasculaire. Il va super bien. Il est sous anticoagulant. Non, il n'a pas reperméabilisé, mais il est absolument asymptomatique. L'acide a disparu. Sans TIPS, sans... Voilà. Avec plaisir, ouais. Il y avait mon mail. Ouais, mon mail sur on la peut première rentrer des patients dans votre cohorte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Avec plaisir, ouais. Ouais. Pas de souci. C'est pas... Non, alors, donc, cette cohorte, il faut juste nous le signaler. Nous, on a des ARC, on a du temps ARC qui est financé, donc globalement, il faut juste nous le signaler et après on s'occupe de tout. Je pense que ça a une précision qui a son importance. Voilà. Voilà. Écoute, merci beaucoup Mathieu, Merci. c'était passionnant.